Donc avec Nouara Bagdadi, on a 4 articles. Il y en a un qui va aller très vite, il a déjà été présenté, mais on avait un petit plus. Ici, c'est un article sur une formation par la simulation pour des anesthésistes. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'ils ont cherché à quantifier la dissémination de micro-organismes à partir de la bouche d'un patient vers l'environnement de l'anesthésiste. Et ils ont testé l'hypothèse d'une moindre contamination de l'environnement avec l'utilisation d'une double paire de gants. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas pour utiliser des gants, c'était pour montrer que quand on enlevait la deuxième paire de gants, ça s'assimilait à un geste d'hygiène des mains, puisque la bouche du patient, enfin du mannequin, était contaminée avec de la fluorescéine. Donc, enlever les gants, c'était assimilé à une hygiène des mains. Donc, en fait, ils ont fait un relevé des tâches. Et puis, ils ont fait une étude randomisée en 2 groupes, simple gantage, double gantage. Donc, le simple gantage, il n'y avait pas d'hygiène des mains. Et puis, pour les 2 groupes, il y avait une induction pour anesthésie générale, avec un matériel qui était standardisé, une contamination artificielle de la cavité buccale avec la fluorescéine. Et après la séance, il y avait 34 surfaces qui étaient inspectées et ils regardaient le niveau de contamination de l'environnement. Donc la séance d'anesthésie était divisée en 4 phases et à la fin de la phase 2, quand l'induction avait été réussie, ils regardaient et que la sonde était fixée, quel était le niveau de contamination de l'environnement, et on voit que le nombre moyen cumulé de surfaces contaminées dans les 2 groupes au cours de l'évolution de la séance, il est bien supérieur dans la population avec le simple gantage qui n'enlevait pas sa deuxième paire de gants après avoir terminé son induction. Donc cette formation, elle montre l'intérêt d'avoir une hygiène des mains après l'induction. Et puis deuxièmement, elle montre aussi l'intérêt aux anesthésistes de la désinfection des lignes veineuses parce que les accès aux lignes veineuses et les bouchons étaient très contaminés. Ici, c'est un audit sur l'hygiène des mains en continu avec des systèmes de surveillance électronique et des caméras de vidéosurveillance, 8 heures par jour sur 3 à 5 jours consécutifs, 18 jours d'observation au total, du lundi au vendredi, avec une évaluation clean-in, clean-out, par lavage ou par friction. Et puis, une partie de la population a été soumise à un questionnaire. Ça portait sur des infirmières, 64 infirmières de soins intensifs, de 5 unités de soins intensifs dans 4 hôpitaux texans. On a été emballé par cette étude parce qu'en fait, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'hygiène des mains, des gestes d'hygiène de main qui n'étaient pas faits, un nombre moyen d'hygiène des mains par infirmier qui était de 56. On dit dans la littérature, on retrouve 25 hygiènes de main par heure, on retrouvait 25 hygiènes de main par heure, alors que dans la littérature, on en trouve 10 à 20. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ne sont pas restés sur une compliance moyenne. Ils ont regardé quelle était la compliance la plus basse sur 1 heure. En fait, elle était à 27%. Il y a eu 7 hygiènes des mains sur 26 opportunités. Et ils ont regardé quelle était la compliance la plus élevée. Et ils ont trouvé 3 fois 1 heure où la compliance était élevée, 3 heures séparées, où on avait une compliance à 100%, avec 37 sur 37 hygiènes des mains faites, 6 sur 6 et 13 sur 13. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, il y a des barrières à l'hygiène des mains. Et la première, c'est de porter quelque chose, même si c'est une seringue ou si c'est un paquet de compresses. La deuxième, c'est en fait le fait de mettre des gants, de pousser quelque chose et d'utiliser un téléphone. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, ils ont stratifié au niveau de la compliance, ceux qui avaient une faible compliance, mais ceux qui avaient une compliance élevée et à 100%, la population des infirmières qui avaient une compliance à 100%, en dépit de porter un objet, c'est-à-dire que ces infirmières, elles arrivaient, ce qu'ils ont appelé la déviance positive, à faire une hygiène des mains malgré le fait qu'elles portaient quelque chose. Et donc, c'est auprès de cette population qu'ils ont fait des entretiens. Et ce qu'elles ont évoqué comme raison d'être à 100% de compliance, c'est qu'elles ont bien intégré le concept des précautions standards, qu'elles ont eu une exposition antérieure et qu'elles ne veulent pas se remettre en danger, ou qu'elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas porter atteinte à la vie de leur bébé ou à sa santé, qu'elles ont un chef qui préconise l'hygiène des mains et que dans leur encadrement, dans leur hôpital, on leur donne soit des bonifications salariales qui sont liées à leur hygiène des mains.
On avait aussi l'article sur le port du calot. Et ce qui nous a fait rigoler dans cet article, sur lequel on va passer très rapidement, c'est que, en fait, ce sont les infirmières IBOD aux États-Unis qui ont demandé que ce soit des calots à usage unique qui soient portés et que les organismes de certification ont relayé et que les établissements, à partir de 2015, ont été obligés de passer aux calots à usage unique. Donc, on va passer sur les résultats. Par contre, ce qu'on voulait montrer, effectivement, Gabriel a raison, il n'y avait rien d'autre qui avait été pris en compte, mais que le débat était quand même assez passionné, parce que sur les blocs de chirurgiens, on retrouve ce type de choses, une manière laide qui empêche la transmission bactérienne et l'instauration de relations vraies, un bouffant ridicule qui révèle aux patients le peu d'amour-propre que vous avez, un orifice horrible qui convient à toutes les têtes déformées, et une affreuse couleur layette qui vous donne un look ridicule. Dernier article, c'est un article de Philippe Voyer, qui est chercheur en soins infirmiers gériatriques à l'Université de Laval au Québec. Il a voulu savoir combien les infirmières consacrent de temps aux soins infirmiers. Donc, il fait une revue de littérature où il montre qu'il faut un nombre minimum d'infirmiers dans chaque unité qui ne peuvent pas être remplacés par des auxiliaires pour obtenir une bonne qualité de soins, que le nombre élevé d'infirmières est associé à une préservation de l'autonomie des résidents et un taux de mortalité plus bas, et que plus il y a d'auxiliaires, moins il y a de risques d'erreur dans les soins infirmiers. Donc les infirmières sont les infirmières, les auxiliaires, les infirmières auxiliaires, ça c'est assimilé aux aides-soignants chez nous, et puis ils ont des PAB ou préposés aux bénéficiaires. On n'a pas bien compris, mais c'est pas vraiment des ASH parce qu'ils aident le personnel infirmier à assurer la sécurité des patients. Donc, c'est une étude descriptive corrélationnelle qui a eu lieu de mai à juillet 2014 sur un jour d'observation pour 31 infirmières sur un poste de jour dans des unités de soins de longue durée. L'objectif, c'était donc d'évaluer la répartition du temps infirmier et puis d'évaluer l'impact des ratios personnel-résident sur le temps infirmier qui était consacré aux soins infirmiers. Et donc, l'analyse a été faite en classant les compétences en 6 fonctions: administratives, le leadership, l'évaluation, la surveillance et le suivi, les soins techniques, les soins d'assistance et l'entretien ménager. Donc, dans les hôpitaux où a eu lieu l'étude, en fait, on avait une infirmière à peu près pour 32 résidents, un auxiliaire pour 19 résidents et un PAB pour 8 résidents. C'est des ratios qui étaient identiques à ce qui est recommandé dans la littérature dans les établissements où les soins sont de bonne qualité. En France, on est à 0,80 infirmières, aides-soignants et ASH par lit de long séjour. Donc, ce que montre l'étude, c'est qu'en fait, il y a très peu de temps qui est consacré par les infirmières à des tâches qui relèvent vraiment de leur mission. Les activités de leader clinique, d'encadrement de l'équipe et l'évaluation et le suivi de la santé des résidents. Et que le reste de leur temps est occupé à effectuer des tâches qui pourraient être effectuées par des aides-soignants, enfin des assimilés aux aides-soignants, dont les soins techniques qui sont la distribution et la prise de médicaments, et les soins d'assistance qui sont tout ce qui est de l'ordre du nursing. Quand on demande à ces infirmières quelles sont les activités le plus souvent recensées dans chaque catégorie, eh bien au total, il y a seulement 26% des tâches qui relèvent de l'activité de la mission des infirmières, avec 12% d'encadrement de l'équipe et 14% d'évaluation et de surveillance clinique et de suivi et de soins techniques. Ce que montre aussi cette étude, c'est qu'en fait, s'il y a une seule auxiliaire type aide-soignant, le temps que l'infirmier accorde aux soins techniques passe de 8% à 17%, ce qui est quand même énorme. Et donc, quand on demande aux infirmières qui ont participé à l'étude quel serait l'impact, qu'est-ce qu'elles pourraient faire de plus si elles avaient une collègue supplémentaire et qu'est-ce qu'elles pourraient réaliser comme tâche, eh bien, elles feraient plus d'évaluation clinique de l'état des résidents. Elles mettraient à jour le dossier de soins. Ça leur permettrait de se documenter sur le suivi des résidents, d'assurer une surveillance clinique, de faire de la gestion des risques, de vérifier que l'utilisation optimale des médicaments et aussi dans quelque chose qui n'est pas négligeable, hein, c'est de faire davantage de soins palliatifs et de faire davantage d'accompagnement des résidents en fin de vie.
Donc ça nous rappelle que la semaine dernière, il y a eu un congrès à Barcelone, le congrès international des infirmiers, dans lequel a été présentée une étude qui montre qu'on a 30% d'infections nosocomiales en moins lorsque l'hôpital a un bon ratio d'infirmières. C'est une étude qui a été publiée par le RN Forecast en 2014 dans le Lancet, à laquelle la France n'a pas participé et que nous avions déjà présenté au Best of de 2015. Voilà.